Donc, on accueille aujourd'hui Monsieur Philippe Gaudin pour une conférence très nécessaire sur la notion de laïcité à la française et aussi comparée avec d'autres approches de ce problème. Merci infiniment, Monsieur Gaudin, d'être avec nous, donc de France, avec un petit peu de décalage horaire. Donc, pour vous, c'est plutôt l'heure du thé et pour nous, bientôt l'heure du déjeuner. Mais voilà. Voilà, Merci. bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors, je vais laisser donc une de nos élèves, Chloé Claire, vous présenter et ensuite nous poserons donc des questions avec Monsieur Pierre Lagaude, donc qui est professeur d'histoire, et vous aurez la possibilité de poser des questions sur le chat et nous essaierons de les prendre pendant la conférence. Voilà, et le docteur Arthur Plaza conclura donc cet entretien d'une heure à peu près. Chloé, la parole est à toi. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Gaudin. Bonjour Chloé. Philippe Gaudin est directeur de l'Institut européen en sciences des religions. Il est agrégé de philosophie et a enseigné la philo en terminale et en classe préparatoire. Ses recherches portent sur la laïcité et les faits religieux, ainsi que sur les politiques publiques qui s'y rapportent. Il est aussi formateur sur ce même thème, laïcité et faits religieux, depuis 2005, notamment dans les écoles et les grandes administrations comme celles des prisons ou des hôpitaux. Il a exercé de nombreuses fonctions, parmi lesquelles celle du membre du Conseil national du sida, un organe consultatif indépendant qui émet des avis et des recommandations sur toutes les questions posées par le virus du sida à la société. Il a écrit de nombreux ouvrages. Le dernier, Tempête sur la laïcité. Comment réconcilier la France avec elle-même est paru en 2018 chez Robert Laffont. Merci. Merci. Chloé, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Godin, qu'on n'aurait pas dit, qui est très Oui, ouais. simplement que tout le monde peut se connecter en tapant simplement sur n'importe quel moteur de recherche, IESR, comme Institut européen en sciences et religions, qui est un institut, il faut le dire, de l'École pratique des hautes études, hein, qui est donc un grand établissement d'enseignement supérieur et qui a une section dite des sciences religieuses depuis les années 1880. Donc ça, c'est très important. Et sur ce site, qui n'est pas simplement un site de communication, il y a aussi quelques kilo-octets de documents pour quiconque s'intéresse non seulement aux religions, mais encore à la laïcité. Car c'est notre grande caractéristique, nous ne distinguons pas, nous ne séparons pas l'intérêt et l'étude pour la laïcité de l'intérêt et de l'étude pour les religions. Merci beaucoup. Donc peut-être Pierre, si tu veux commencer à poser les questions, la première question. Oui, Monsieur Gaudin, on peut commencer tout simplement par essayer de définir la notion de laïcité, s'il vous plaît. Alors, la question de la définition, effectivement, est une question très importante. Alors, il n'existe pas une seule définition de la laïcité qui serait absolument admise pour tout le monde. Et ça n'est pas la fonction du droit de définir ce qu'est la laïcité, même si, bien évidemment, c'est toujours en se fondant sur le droit qu'on peut la définir. Alors moi, je vais vous donner une définition de la laïcité. C'est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de culte ou de religion par la loi ou dans le cadre de la loi d'un État qui n'est pas confessionnel. Donc il y a au fond deux grandes idées. La laïcité, c'est un principe de liberté. Mais il n'y a jamais de liberté absolue nulle part. Autrement dit, une liberté existe et n'est défendue, politiquement parlant, que si elle a des limites et un encadrement. Et cet encadrement, c'est la loi. Mais encore une fois, la loi d'un État qui n'est pas confessionnel, c'est-à-dire d'un État qui est distingué très nettement, séparé financièrement des cultes. Pour prendre une formule, comment dirais-je, qui est un peu simple, mais qui a peut-être une vertu pédagogique, la laïcité, c'est le fait de protéger la foi par la loi.
tant que la foi ne prétend pas dicter sa loi à tout le monde. Je vais prendre encore une autre image que j'espère pédagogique pour qu'on puisse retenir une définition de la laïcité. Imaginez un triangle qui aurait 3 sommets. Le premier sommet, c'est la liberté de conscience et de culte. L'autre, c'est l'égalité, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient ses appartenances religieuses ou ses non-appartenances religieuses. Et l'égalité de tous les cultes devant la loi. Et le troisième sommet du triangle, c'est le principe d'autonomie réciproque de la sphère religieuse et de la sphère publique. Alors, est-ce que vous voulez que je développe un peu ou bien est-ce que vous préférez enchaîner? En fait, j'allais vous poser la deuxième question qui peut-être vous permettrait d'expliquer ça. C'est en quoi la laïcité est-elle une valeur de la République? C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'un État, bon, en l'occurrence la France, peut justement protéger cette notion de la laïcité? Alors, au risque d'être un petit peu polémique, mais je pense que c'est aussi mon rôle et ma fonction de donner à penser. Je n'aime guère l'idée selon laquelle la laïcité serait une valeur. Le propre des valeurs, c'est qu'elles dépendent d'un système d'évaluation et elles dépendent de l'évaluateur. Et donc la philosophie des valeurs, dont peut-être le plus grand philosophe, qui est vraiment le philosophe des valeurs, c'est Nietzsche. Mais précisément, Nietzsche est quelqu'un qui entend, comment dirais-je, critiquer, remettre en question. Moi, je préférerais, et de loin, parler d'un principe. Principe, c'est un mot qui vient du latin, ça veut dire ce qui vient en premier. Alors, en France, la République est déclarée laïque depuis la Constitution de la 4e République de 1946. Et dans la Constitution de la 5e République, il est écrit que la République est indivisible, non pas une et indivisible, ça c'est 1793. Elle a une diversité, mais elle est indivisible, elle est laïque, elle est démocratique et sociale. Et le Conseil constitutionnel, qui est une des plus hautes juridictions françaises, a établi dans une décision de 2013 que le principe de laïcité avait une valeur constitutionnelle. Et donc, on peut, comme on dit, ester en justice au nom de ce principe. Voilà, donc la laïcité, c'est un grand principe juridique, mais je dirais peut-être plus fondamentalement, et c'est la raison pour laquelle on peut et on doit discuter de la laïcité, c'est que le droit n'est jamais pour lui-même, par lui-même et en lui-même son propre fondement. Autrement dit, le droit exprime toujours des choix philosophiques, moraux et politiques. Autrement dit, la laïcité, c'est un choix fondamental lié au type de société qui s'est petit à petit construit en France, et pas simplement à partir de 1946, et pas simplement à partir de 1905, qui est la date de la loi dite de séparation des églises et de l'État, mais déjà à partir de la Révolution française. Dans la déclaration dite des droits de l'homme et du citoyen, ne jamais oublier le citoyen, son article 10, moi je dis parfois en formation, il faut absolument le connaître par cœur, parce que l'article 10 donne déjà la philosophie générale, ce que je vous ai dit, à savoir liberté, protégée, mais liberté toujours encadrée. L'article 10 dit « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. »
Le principe, c'est toujours la liberté. Et la limite, c'est l'ordre public établi par la loi. C'est un choix philosophique, moral et politique. Et je suis sûr que au cours de nos échanges et des questions que vous aurez à me poser, on sera amené à préciser ce choix. Et nous serons peut-être aussi amenés à préciser en quoi, pourquoi et comment les États-Unis d'Amérique et la France ne sont pas si éloignés qu'on le croit le plus souvent. Alors, à propos, Monsieur Gaudin, de cette liberté, si j'ai bien compris, donc sa limite serait le nécessaire ordre public. Est-ce que cet ordre public est menacé actuellement? Autrement dit, quelles sont les limites exactes finalement de cette liberté? Alors, d'abord, la première des limites de la liberté, c'est de s'abstenir de tout ce qui peut nuire à autrui. Il n'y a pas de liberté sans réciprocité et sans respect de la liberté d'autrui. Donc ça, c'est le principe le plus élémentaire, philosophique et juridique. Il est présent, en tous les cas, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour ce qui concerne l'ordre public, vaste question de philosophie du droit, on a assisté au cours de l'histoire, au cours d'un très long processus qu'on appelle généralement la sécularisation. La sécularisation, c'est le fait que la société, au cours des siècles, a favorisé une distinction, une séparation entre la société d'un côté et les religions de l'autre. Je veux dire par là que on peut vivre sans religion ou sans suivre les mœurs qui sont dictées par une morale religieuse. Tandis que la laïcisation, c'est la séparation progressive de la sphère de l'État et de la sphère des cultes. Donc on a observé que la notion d'ordre public a perdu progressivement toute signification immatérielle. Et donc, l'ordre public a d'abord et avant tout, dans une société démocratique et sécularisée, une signification sécuritaire et sanitaire. Alors, sanitaire, je crois que pas besoin de vous faire un dessin, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Quant à la sécurité, je ne sais pas moi, si vous êtes un préfet et qu'il y a des manifestations, vous êtes responsable de la sécurité des personnes et des biens. Donc voilà une définition minimale de l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens, d'une part, des nécessités sanitaires d'autre part. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a observé récemment, je vais vous donner deux exemples précis, quelque chose comme le retour d'une signification immatérielle de l'ordre public. Je vous donne un exemple, je n'ai aucune idée si ça a une signification aux États-Unis. En France, on a interdit le lancer de nains ou de personnes dites de petite taille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette coutume ou de cette espèce d'amusement de mauvais goût, et qui consiste à mettre une sangle à des personnes de petite taille et à les lancer sur un matelas, alors elles ne risquent absolument rien, etc. Cet amusement de mauvais goût a été interdit au motif qu'au fond, les gens portaient atteinte à la dignité humaine en général en portant atteinte à leur propre dignité, quand bien même ils étaient volontaires pour participer à ce genre de jeu et arguant qu'ils le choisissaient et que ça leur permettait de gagner un petit peu d'argent. Autrement dit, vous voyez, il y a des principes moraux liés à l'idée que l'on se fait de la dignité humaine qui peuvent entrer dans la notion d'ordre public. Et puis, autre exemple, la loi de 2010 en France qui interdit le fait de masquer son visage dans l'espace public pour des raisons de sécurité et qui a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme au nom d'une certaine conception de ce que l'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Voilà. Autrement dit, la notion d'ordre public a pu évoluer relativement récemment et ça pose évidemment la question du fait qu'une société, comment dirais-je,
a toujours un style de société. Il n'y a pas de société anonyme, il n'y a pas de société qui puisse venir de nulle part, il n'y a pas de société qui n'ait pas fait des choix, encore une fois, philosophiques, moraux, éthiques et politiques. Et la France a décidé que se promener dans la rue avec une burqa, ça n'était pas conforme à notre conception de l'ordre public. Voilà un exemple de limitation typique de la liberté. Dans l'espace public, vous pouvez vous attifer comme vous voulez chez vous, n'est-ce pas, dans votre vie privée. Mais dans la vie privée, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi sous prétexte qu'on est dans la vie privée, bien évidemment. Il n'y a jamais de liberté absolue nulle part. Alors, peut-être la question suivante, c'est pourquoi est-ce que justement cette laïcité est une valeur qui est si difficile? Pourquoi y a-t-il tant de débats en fait sur la laïcité? Si on accepte la loi, on est dans un pays, on accepte la loi, si la laïcité est imposée de la même façon, pourquoi y a-t-il autant de débats dans la société française? Alors d'abord, ça c'est une immense question. C'est une immense question à laquelle il n'est pas facile de répondre et je vais quand même essayer d'y répondre, malgré le fait que bien sûr il faut tenir compte du temps que nous avons. D'abord, la société française a une histoire très particulière, comme toutes les sociétés, comme toutes les sociétés. Et en gros, d'une certaine manière, en France, la religion a mauvaise presse, si j'ose dire, pour deux raisons. La France a connu une incroyable violence au moment des guerres dites de religion entre catholiques et protestants. Et la France est sortie de l'incroyable violence des guerres de religion, au fond par l'idée que l'État a une suprématie ou une forme de supériorité sur le magistère religieux. C'est ce qu'on a appelé la doctrine de la monarchie absolue de droit divin, qui n'est pas du tout une doctrine médiévale, qui est au contraire une doctrine moderne, et qui consiste finalement à placer dans une certaine mesure les religions sous l'autorité de l'État. Henri IV a incarné précisément ce passage. Et puis il y a une autre raison, c'est que la France est un très vieil État-nation, un des plus vieils États-nations au monde, où il y a cette espèce de relation entre l'État et la nation, et par ailleurs, la France est un pays chrétien, mais de tradition catholique romaine. Et comme chacun sait, l'Église catholique est une Église qui est une religion d'ordre, d'autorité, et qui a été pendant très longtemps farouchement hostile aux principes républicains et même aux principes démocratiques. La situation a beaucoup changé. L'Église catholique a admis le principe républicain, elle a admis le principe démocratique, mais même si l'Église catholique a beaucoup changé, les mémoires collectives sont souvent figées et sont souvent marquées par le passé. Autrement dit, en France, la laïcité a été marquée par un combat anti-religieux et essentiellement anti-catholique, puisque au fond, pendant de nombreux siècles, la France n'a connu qu'une toute petite minorité juive et une toute petite minorité protestante et une écrasante majorité catholique. Et jusqu'à la Révolution française, au fond, pour faire très court, même si dans le détail c'est un peu plus compliqué, ni les juifs ni les protestants ne pouvaient jouir véritablement de tous leurs droits de citoyens, de tous leurs droits civiques, si j'ose dire. Et donc, dans un pays comme la France, la laïcité s'est faite dans ce combat. Autrement dit, il y a la laïcité dans les textes, celle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire principe de liberté, respect de la liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de croire autrement, liberté de culte, c'est-à-dire s'organiser collectivement et pratiquement, mais la laïcité n'est pas que dans les textes, elle est dans les têtes subjectives, et mieux que ça, elle est dans les cœurs et dans les tripes. Et ça, ce sont des héritages
en quelque sorte. Autrement dit, en France, il y a toute une école de pensée qui se dit laïque, mais après tout, c'est tous les Français qui sont, comment dirais-je, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la sphère privée, mais en tant que citoyens et en tant que, comment dirais-je, ils appartiennent à un régime qui est républicain, c'est tous les Français qui revendiquent, qui respirent la laïcité. Mais en France, il y a un camp laïque qui se sent représentatif de ce qu'est la laïcité et qui est de facto un camp qui a une sensibilité anti-religieuse. Bon, ça c'est une première réalité. Et puis surtout, le monde dans lequel nous vivons, en 2020, n'a rien à voir avec le monde de la France de 1905. C'est-à-dire celle qui a consacré définitivement la séparation des églises et de l'État. En 1905, 80% des Français habitent à la campagne. Et la majorité des gens qui habitent à la campagne sont des paysans. Et la majorité des paysans français sont catholiques. Et donc, il y a eu une maturation, en quelque sorte, de la laïcité en France, particulière. Mais, quand on pense à la France de 1905, et quand on pense à la France d'aujourd'hui, on a changé de monde. Et le changement d'époque s'est entièrement accompli, bizarrement, pendant 10 ans presque seulement, c'est-à-dire les années 80. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour le monde. Entre 1979 et 1989, le XXe siècle a été liquidé. 1979, les soviétiques, non, je me trompe. 1979, c'est la révolution iranienne de l'ayatollah Khomeini. Et 1989, les soviétiques sont obligés de partir vaincus de l'Afghanistan. Afghanistan dans lequel ils se battaient contre les djihadistes musulmans. Je rappelle, mais vous savez tous, que les djihadistes musulmans étaient aidés par les États-Unis pour des raisons liées à ce qu'on appelle la realpolitik, n'est-ce pas? Bon. Et 89, donc c'est aussi l'effondrement du mur de Berlin. Vous voyez, moi qui ai fait une partie de mon service militaire en Allemagne, et en particulier, plutôt la totalité en Allemagne, mais une partie à Berlin, et je peux vous dire qu'en 1981, c'était l'autre monde. Et l'armée française, avec les Anglais, avec les Américains, faisait des patrouilles le long du mur de Berlin. C'était un autre monde. Bref, je ne veux pas trop m'éparpiller. Mais la France, ce vieil État-nation, est déstabilisé par deux choses. La construction européenne, qui diminue sa souveraineté, est déstabilisée par la mondialisation des échanges et le phénomène migratoire qui fait que la figure de la nation n'est plus la même, mais aussi, et c'est le monde qui en est changé, plus personne ne croit au socialisme avec un S majuscule comme une religion séculière de remplacement. Autrement dit, la France d'aujourd'hui est profondément déstabilisée, mais peut-être que tous les pays dans le monde sont profondément déstabilisés au XXIe siècle. Et l'identité laïque française, héritière de la Révolution française, héritière du combat anti-religieux contre l'Église catholique, héritière d'une certaine tradition socialiste, est très largement essoufflée, en même temps que c'est à partir des années 80 que l'immigration dite de travail, venant notamment des anciennes colonies françaises, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, que l'immigration de travail devient une immigration d'installation. Autrement dit, ça n'est pas la seule question, mais ça serait totalement malhonnête
de prétendre que la question de l'islam n'est pas un des facteurs majeurs de débat autour de la question de la laïcité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons cru, nous, société européenne laïcisée et sécularisée, nous avons cru que la religion était une opinion personnelle, que la religion concernait purement et simplement le fort intérieur, que la religion, c'était avoir telle ou telle conviction métaphysique. Nous ne savions plus que la religion, c'est aussi ce qui détermine des mœurs, des règles pour se marier, des règles pour s'habiller ou des règles pour manger. Et donc, l'islam, qui n'est pas une religion monolithique, l'islam qui est elle-même une religion en pleine crise de croissance, l'islam qui est elle-même une religion en voie de sécularisation, connaît aussi des phénomènes de réaction extrêmement violentes à ce phénomène de sécularisation et d'insertion dans la modernité, que ce soit dans les pays où la tradition musulmane est majoritaire, ou que ce soit pour les musulmans qui deviennent très nombreux et qui vivent dans des pays européens marqués par la sécularisation et par la laïcité. Et donc, il y a des revendications concernant l'habillement, etc., concernant l'alimentation, que sais-je encore, qui viennent heurter effectivement un certain habitus, une habitude de vivre la laïcité en France. J'ai été un petit peu long, mais je crois que c'est la raison pour laquelle la laïcité est redevenue effectivement un terrain de débat et de combat en France. Alors, j'aimerais poursuivre. Vous avez parlé d'un camp laïque, anti-religieux, mais finalement, il y a quand même aussi d'autres conceptions de la laïcité qui sont plus libérales. Est-ce qu'on pourrait essayer de concilier les deux, de trouver un compromis, ou est-ce que la laïcité est un principe qui sera toujours débattu et qui ne mettra jamais personne d'accord? Alors, comment dirais-je? De toute manière, la laïcité est libérale. Elle est profondément libérale. Donc, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas simplement pour le coup une idéologie qui voudrait voir dans la laïcité quelque chose de libéral. La laïcité est profondément libérale. Maintenant, effectivement, il y a une sorte de tension, si vous voulez, en France, entre ceux qui veulent absolument insister sur son caractère libéral et ceux qui voient des tensions, des dangers ou des menaces venant notamment de certaines franges de l'islam. Alors, j'ai envie de dire, le débat ou le dissensus, c'est pas quelque chose, comment dirais-je, d'affreux. Je veux dire, le propre de la démocratie, c'est d'avoir renoncé définitivement à être d'accord sur tout. Donc ça, c'est pas quelque chose d'anormal, en quelque sorte. Alors après, moi j'ai envie de dire que dans mon travail qui n'est pas qu'un travail théorique, mais qui est aussi pratique du point de vue de la formation, je passe mon temps, en quelque sorte, à essayer de rapprocher précisément ces deux bords, c'est-à-dire ne pas, comment dirais-je, oublier la signification du principe de laïcité, à savoir que notre loi est de nature politique et non pas religieuse, et donc être attentif à tout ce qui pourrait remettre en cause ce choix philosophique, moral et politique, et puis de l'autre, faire œuvre de pédagogie. Moi, je passe mon temps, par exemple, à expliquer ce qu'est la laïcité à tous les fonctionnaires, mais j'enseigne aussi la laïcité dans des établissements culturels liés à des mosquées. En France, il y a un diplôme d'université destiné particulièrement aux aumôniers, aumôniers de prison, aumôniers militaires, aumôniers dans les hôpitaux, où on enseigne la laïcité et un petit peu d'éléments de sciences des religions.
nous venons d'ouvrir à l'école pratique des hautes études un diplôme d'études islamiques. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'il y a des tensions ou des conflits, mais moi je crois que, comme toujours, je ne sais plus quel grand président des États-Unis, je ne sais plus si c'est Lincoln ou Jefferson, a dit « Vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance ». Donc je pense que la solution des problèmes, c'est toujours l'éducation. Et donc je pense qu'il y a des efforts considérables à faire en termes d'éducation et de formation concernant la laïcité, mais il y a aussi, et ça aussi peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, je pense qu'il y a des politiques publiques à mener concernant précisément la possibilité pour l'islam de se sentir toujours plus à l'aise dans le contexte d'une république laïque. Et ça suppose aussi, non seulement d'enseigner la laïcité, mais ça suppose aussi de travailler, je dirais, en faveur de l'islamologie savante. Le judaïsme comme le christianisme n'ont évolué que dans la mesure où judaïsme et christianisme, dans leur histoire, ont appris à composer avec la pensée critique, avec la lecture, comme on dit, historico-critique des textes. La Bible est un texte, et qui, en tant que texte, s'étudie, exégèse, herméneutique. Il en va de même pour les textes de l'islam, même si très majoritairement, ce type de lecture ou d'attitude sont minoritaires en milieu musulman traditionnel. C'est un enjeu éducatif, c'est une forme de combat intellectuel et politique. Alors peut-être je voudrais prendre une question donc, qui était dans notre Q&A, posée de façon anonyme, donc je ne sais pas si c'est un élève ou un professeur. Pensez-vous que la laïcité est nécessaire pour le bon fonctionnement d'une démocratie? À cette question, je réponds oui, absolument. Et pour justifier ma réponse, je suis contre une idée qui est assez courante en France, à savoir que la France serait le seul pays laïque au monde, n'est-ce pas? Et qu'en dehors de la laïcité, il n'y aurait point de siège. Alors, moi, je défends l'idée selon laquelle on confond toujours ce qu'est la laïcité en profondeur, essentiellement, avec des particularités nationales liées à l'histoire d'un pays particulier, comme la France. On en a parlé, la France a une histoire politique et religieuse très particulière. Si la laïcité, c'est le respect de la liberté de conscience et de la liberté de culte dans le cadre de la loi, alors je suis désolé, tous les pays démocratiques sont profondément laïques. L'Angleterre a une église d'État, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? On jouit d'une liberté totale en Angleterre, du point de vue de la liberté de conscience et de culte. Et il en va de même dans tous les pays européens. Quant aux États-Unis, nous le savons bien. C'est vrai que l'histoire américaine n'est pas du tout l'histoire française, puisque d'une certaine manière, l'histoire américaine, c'est l'histoire d'un pays dans lequel, comme disait Tocqueville, l'esprit de religion et l'esprit de liberté marchent d'un même pas. Bon, c'est plus compliqué dans le détail, mais je crois très profondément que laïcité et démocratie sont liés, puisque c'est un principe de liberté, précisément, et que la liberté de conscience et la liberté religieuse sont des libertés fondamentales. Et je dirais que, mais on aura peut-être le temps de développer un peu plus en insistant un petit peu sur la relation entre les États-Unis et la France, ou la comparaison. Je dirais que la France et les États-Unis, la France et l'Amérique, pour rester au féminin, sont deux nations sœurs, sont deux nations jumelles, mais qui n'ont pas du tout le même âge. Autrement dit, il y a une relation très étroite entre les principes de la Révolution française et les principes de l'indépendance américaine, et tout le monde sait, ou plutôt non, en France, on ne le sait pas. Moi, dans mes formations, on m'oppose toujours les abominables américains qui jurent sur la Bible, qui parlent de Dieu à tout bout de champ, mais je leur dis, mais vous savez,
l'Amérique est beaucoup plus laïque que la France. Le principe de séparation, le mur de séparation between church and state, pour reprendre les termes de la fameuse lettre de Jefferson de 1802, le mur de séparation entre, sur le plan financier notamment, entre les églises ou l'Église et l'État est beaucoup plus étanche aux États-Unis qu'en France. Voilà, je ne veux pas trop m'étendre plus, mais pour moi, démocratie et laïcité, si on le prend dans son sens large, sont indissociablement liés. Et je pense que c'est une erreur que l'on peut commettre en France, de confondre la laïcité avec tel article de la loi de 1905, qui est une loi française. Voilà. Liberté de conscience, liberté de culte, dans le cadre de la loi et de l'ordre public. Je pense que le propre des démocraties, c'est de respecter cela. Par rapport à la comparaison entre les deux contextes qui nous intéressent beaucoup ici au lycée français de New York, pourquoi justement cette laïcité, qu'on pourrait dire à la française, elle est si mal comprise ici aux États-Unis? Mais elle est mal comprise parce que, d'abord parce que c'est pas toujours évident d'imaginer le rapport qu'il y a entre des textes, des idées générales et la façon pratique dont vivent les gens. Je vous donne un exemple. C'était dans le cadre de, je ne sais plus, c'était pas à l'université américaine de Paris, enfin bref, j'avais participé à un groupe de travail avec des aumôniers musulmans américains, et notamment des aumôniers musulmans qui avaient travaillé à Guantanamo d'ailleurs. Et vous savez que les aumôniers américains, militaires, j'ai oublié de le préciser, de ce point de vue-là, là aussi, il y a une ressemblance avec l'aumônerie militaire française, et il y a une aumônerie militaire musulmane en France depuis 2005, c'est que l'aumônier militaire est au service de tous les soldats, quelles que soient leurs appartenances ou non-appartenances, pour, si j'ose dire, leur soutenir le moral. Et donc, il y a un aumônier musulman américain militaire et qui nous dit, vous savez, j'étais terrorisé à l'idée de venir en France. Parce que, je ne sais pas quoi, la loi de 2004 qui interdit les signes ostensibles, etc., la France islamophobe, que sais-je encore, je croyais qu'on faisait la chasse aux musulmans dans la rue en France. Eh bien, figurez-vous, j'habite dans le 19e arrondissement de Paris. Non seulement on ne fait pas la chasse aux musulmans en France, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver une boucherie qui ne soit pas halal. Voilà une anecdote qui montre le décalage total entre les représentations que l'on se fait d'un pays quand on est loin et puis la réalité des pratiques. Ah oui, alors en fait on a une question qui concerne particulièrement les professeurs. Comment à l'école, et les élèves, donc comment à l'école concilier l'enseignement du fait religieux et la laïcité? Réponse, il n'y a pas à les concilier, car ils sont essentiellement, j'ai presque envie de dire, du même ordre. Mais ça, c'est pas toujours bien compris, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris en France. Alors moi, je suis un spécialiste de cette question. J'ai soutenu ma thèse sur ce sujet-là, c'est-à-dire théorie et pratique de la laïcité au prisme de l'enseignement des faits religieux. Enseigner les faits religieux en France, ce n'est pas une discipline à part. Enseigner les faits religieux en France, c'est tout simplement prendre en compte la dimension du religieux dans la discipline que l'on enseigne. Alors, on pourrait discuter très longuement, mais c'est vrai que les professeurs d'histoire sont plus que les autres particulièrement concernés. Autrement dit, on l'a toujours fait. Comment voulez-vous parler de l'Égypte sans parler de la religion égyptienne, n'est-ce pas, ou de la Grèce sans parler de la religion grecque, ou de, je sais pas quoi, des cathédrales si on parle du Moyen-Âge. Bon, ou de la partition entre l'Inde et le Pakistan au XXe siècle si vous ne comprenez rien aux religions. Comment voulez-vous comprendre Martin Luther King et la lutte pour les droits civiques si vous ne comprenez rien à la religion aux États-Unis? Bon. Simplement, dans le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde dans lequel, précisément, le religieux, pour 1000 raisons, a pris une importance
qui peut-être disparaîtra dans 50 ans. Michel Serres disait, quand j'ai commencé ma carrière, quand je voulais faire rire mes élèves, je leur parlais de religion. Quand je voulais qu'ils soient très sérieux, je leur parlais de politique. Et à la fin de ma carrière, c'était exactement l'inverse. Peut-être que dans 50 ans, les choses rentreront dans l'ordre, si j'ose dire, et que, précisément, on sera moins obsédé par les questions religieuses ou par l'intrusion de la dimension politique des religions. En tout état de cause, comment voulez-vous comprendre quoi que ce soit au passé comme au présent si vous ne comprenez rien aux religions? C'est un analphabétisme culturel. Comment voulez-vous comprendre quoi que ce soit aux États-Unis si vous n'avez aucune idée de ce que sont les Pilgrim Fathers, de ce qu'est la Bible? Comment voulez-vous comprendre Martin Luther King si vous ne comprenez pas qu'il est, de son propre point de vue, le Moïse qui va emmener son peuple loin de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage des États du Sud, ségrégationnistes. Et la marche vers les droits civiques, c'est une terre promise, n'est-ce pas? Comment voulez-vous comprendre? Comment voulez-vous lire un tableau? Comment voulez-vous accéder au patrimoine si vous êtes totalement illettré dans ce domaine? Autrement dit, enseigner les faits religieux, ça n'a rien à voir avec le fait d'être pour ou contre la religion. Enseigner les faits religieux, c'est une exigence laïque, car précisément, la laïcité de l'école, c'est l'universalité de la quête du savoir. Sapere aude, ose savoir, voilà le mot d'ordre des Lumières. Et s'il y a bien un phénomène social total, comme disait Marcel Mauss, qui mérite d'être rendu intelligible, c'est le phénomène religieux. Simplement, c'est compliqué. C'est compliqué et il faut beaucoup travailler. Et moi, je regrette beaucoup, même si on le fait, même si nous-mêmes, à l'IESR, on fait beaucoup de formations pour les professeurs, je regrette que l'effort soit encore minime dans ce domaine. Dernière idée, et je m'arrête là pour ne pas parler trop longtemps, on a institutionnalisé l'enseignement et la recherche dans le domaine des sciences et religions à l'École pratique des hautes études en France dans les années 1880, qui sont les années précisément où la République va se conforter, va s'affirmer comme précisément un vecteur de laïcité. Mais ces sciences sont restées réservées à une élite et à des spécialistes. Ce n'est pas parce qu'il y a des mathématiciens de haut niveau qu'on n'enseigne pas les mathématiques à des petits. Donc il faut rendre ces sciences populaires. Le capital culturel est un facteur d'inégalité sociale. L'inculture et l'illettrisme religieux, en tant que les religions véhiculent des symboles, des œuvres d'art, des textes, l'inculture religieuse est un facteur majeur d'inégalité sociale et d'échec scolaire. Il faut rendre ces connaissances populaires. Mais comment lier justement l'enseignement des faits religieux et la laïcité d'une certaine manière? Comment ne pas dépasser la limite et concilier ces deux principes? Mais en restant dans le cadre des disciplines et en se fondant toujours sur des savoirs. Il n'y a pas une science de la religion, mais on peut aborder les religions du point de vue de l'histoire, on peut les aborder du point de vue de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, de l'histoire des arts. C'est tout l'enjeu précisément. Mais encore une fois, en France, j'imagine, alors ça je ne suis pas forcément très au courant, mais je pense que dans votre lycée, vous avez la particularité de mixer en quelque sorte une pédagogie à la française et une pédagogie à l'américaine. C'est-à-dire la pédagogie à la française qui est plus intellectuelle ou plus intellectualiste, et je pense que dans une certaine mesure, vous suivez une partie des programmes français, mais en même temps, vous avez certaines spécificités. Eh bien, dans le cadre des programmes que vous suivez, je ne sais pas, enseignement de spécialité en première,
vous avez la relation entre religion et État en Turquie, enfin, et en Inde, par exemple. Donc, voilà. Simplement, justement, à cette occasion-là, il faudrait que les professeurs, c'est d'ailleurs notre métier, à nous, de former des professeurs avec des spécialistes, que les professeurs puissent avoir en formation initiale et en formation continue des formations dans ce domaine-là par des spécialistes. Non pas pour reproduire le discours des spécialistes, mais pour pouvoir voilà, mieux enseigner. Je veux dire, le professeur est à la fois un pédagogue, mais en même temps, c'est aussi un chercheur. Il doit lire, etc., se nourrir, renouveler ses connaissances. Mais il y a deux choses différentes dans votre question. Il y a la laïcité de l'enseignement et puis ce qu'on appelle la laïcité de la vie scolaire. Bon, la laïcité de la vie scolaire, c'est les règles, c'est le règlement intérieur, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire que les élèves ont une certaine liberté d'expression dans la mesure où ils ne font pas du prosélytisme religieux, dans la mesure où ils respectent la liberté d'autrui, etc. Et dans le cadre de la classe, le respect de la laïcité, c'est le respect du programme, tout simplement. Tout simplement. Et donc, il y a eu une jurisprudence extrêmement abondante aux États-Unis sur la question de l'enseignement de la théorie de l'évolution. Et c'est quand même le point de vue laïque qui l'a emporté, y compris aux États-Unis, n'est-ce pas? Bon. Voilà, donc je pense que le critère, c'est la scientificité de ce que l'on raconte. Il faut s'adosser et se fonder toujours sur la démarche scientifique à condition de donner à l'adjectif scientifique une signification large, bien évidemment, suivant les disciplines. Merci pour tout ça. Il y a pas mal de questions donc sur le chat. Alors une qui vient un tout petit peu en complément de ce que vous venez de dire. Enfin, selon vous, qui devrait enseigner les classes de religion dans les écoles? Voilà, mais il n'y a pas de classe de religion en France. C'est ça la grande définition de la France. Voilà. Contrairement à d'autres pays, si vous voulez. Grosso modo, vraiment, c'est très compliqué, mais pour simplifier les choses, il y a un certain nombre de pays en Europe, par exemple, où il y avait un enseignement de religion. Bon. Et donc, en fait, cet enseignement de religion, souvent, s'est transformé en un enseignement de culture religieuse. Bon. Et un enseignement qui, par définition, comment dirais-je, sépare les élèves aussi en fonction de leur religion ou de leur confession, et qui donc n'est pas, dans les pays précisément qui respectent la liberté, qui n'est pas obligatoire. Donc en France, au nom de la séparation, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, il n'y a plus d'enseignement religieux en France, et on a libéré une après-midi, avant c'était le jeudi après-midi, c'est le mercredi après-midi, on a libéré une demi-journée pour que les parents qui le souhaitent puissent faire donner à leurs enfants une éducation religieuse, en quelque sorte. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous faites, vous, dans votre établissement. Alors, il est évident qu'il y a aussi en France, comme la plupart des Américains ne le savent pas, sans doute, il y a tout un secteur privé qui est non négligeable et un secteur privé sous contrat d'association avec l'État. Et dans le secteur privé sous contrat d'association avec l'État, qui est très majoritairement catholique, même s'il y a aussi des établissements liés au judaïsme, en assez grand nombre, très très peu d'établissements liés au protestantisme, parce qu'ils sont tous plutôt passés à la République ou dans la séparation, et puis un ou deux établissements liés à l'islam. Dans ces établissements-là, on suit les programmes normaux, donc on fait l'enseignement du fait religieux dans le cadre des disciplines, comme dans tout le système laïque. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le caractère propre. On peut proposer un enseignement de type religieux, voire faire une sorte d'alternative un peu particulière et qui est un enseignement de culture religieuse spécifique. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais il faut bien distinguer, voilà, ce qui n'est pas toujours compris, l'enseignement des faits religieux n'est pas un enseignement religieux. Voilà. Donc il y a une autre question qui est la question qui fâche, Oui. si je peux dire. Si la laïcité, c'est la protection et l'encadrement de la liberté des cultes et de conscience par la loi, pourquoi interdit-on le port de signes religieux à l'école? Voilà. Alors, conformément à ce que je viens de dire,
Si on a une conception de la laïcité fondée uniquement sur des grands principes, ça suppose effectivement que ça n'inclut pas quelque chose comme la loi de 2004 qui a été votée en France pour interdire l'existence de signes ostensibles religieux. Ostensible, ça veut dire visible à l'œil nu. Bon. Donc, premièrement, on ne va pas dire le contraire de ce qui est vrai. Il y a des pays, encore une fois, qui ne connaissent pas cette forme de loi. Encore une fois, ça reste des pays fondamentalement, essentiellement démocratiques. Alors maintenant, si il y a les grands principes, il y a autre chose. Et je pense que la sagesse, ça consiste à respecter l'histoire particulière de chaque pays. Il n'y a pas de société qui ne soit pas une tentative de réponse à ce qu'Aristote définissait comme étant la politique. La politique, ça consiste à faire de l'un avec du multiple. Hein, ça tombe bien. E pluribus unum. Une société, ce n'est ni une famille, ni une agrégation d'individus. Une société a besoin de pluralité, sinon elle étouffe. Mais si on ne partage plus rien ensemble, la société se désagrège. L'histoire de France n'est pas l'histoire des États-Unis. Il se trouve qu'en France, c'est l'école qui a été le vecteur de construction de la laïcité. C'est la volonté des républicains. Au début de la Troisième République, la Constitution républicaine est passée de justesse. Et donc le premier souci des républicains, c'était qu'au fond, l'idée de république était belle, mais il n'y avait pas de républicains en France, ou si peu. Cette France, je le répète, paysanne, rurale et catholique. Et l'Église catholique de l'époque enseignait que la République était un régime politique impie. Je parle de l'Église catholique de la fin du XIXe siècle, je ne parle pas de l'Église catholique d'aujourd'hui. Et donc, le premier souci des républicains en France, c'était de fabriquer des républicains. Et pour ça, il fallait laïciser l'école. Ça a été le grand combat des républicains. Parce que l'Église catholique s'opposait au principe même de la République. Donc, il faut que d'autres pays que la France comprennent la façon dont les choses se sont formées en France. L'école a été le creuset de l'identité nationale liée aux enjeux politiques de la fondation de la République à la fin du XIXe siècle, fondation qui était le rêve de la Révolution et qui n'avait pas véritablement fonctionné ou n'avait pas marché une première fois ni une deuxième fois en 1848. Et donc, effectivement, l'idée de l'école laïque à la française, c'est qu'à l'école, on est d'abord et avant tout, effectivement, des citoyens. Et que, comment dirais-je, l'école n'est pas purement et simplement un service rendu aux individus. Je précise que la République laïque française est restée quand même fidèle au principe de liberté, puisque vous pouvez confier vos enfants à une école privée, y compris à une école privée marquée confessionnellement. Voire même, si vous êtes capable de prouver que vous donnez une instruction valable à vos enfants, vous pouvez très bien décider de ne pas envoyer vos enfants
à l'école. Autrement dit, ce n'est pas une tyrannie. Simplement, l'école laïque française, elle est historiquement, elle est politiquement marquée par le combat républicain. Et donc, effectivement, autour de la question du voile, s'est cristallisé un combat propre à la France. La philosophie de la loi de 2004 consiste à dire précisément que le fait de reconnaître d'un simple regard l'identité ou l'appartenance religieuse a un effet, en quelque sorte, de division qui n'est pas conforme à l'éthique de l'école de la République. Alors après, on peut discuter. Je ne pense pas que cette loi a fait fuir toutes les jeunes filles de confession musulmane. Alors, il n'est pas question que du foulard islamique, tout le monde le sait, mais si la question du foulard islamique ne s'était pas posée, jamais la loi de 2004 aurait été votée. Je ne vais pas dire que c'est une loi absolument géniale, dans la mesure où, de toute manière, on peut toujours inventer des signes de substitution, en quelque sorte. Voilà. Donc moi, je dirais simplement ceci, en quelque sorte, c'est que peut-être, mais ça c'est un point de vue personnel, là, pour le coup, et là, justement, je vais faire preuve de laïcité, c'est-à-dire que je vais faire une distinction entre ce qui est de l'ordre de mon savoir et ce qui est de l'ordre d'une prise de position personnelle. Je pense qu'il eût été peut-être plus judicieux de faire voter cette loi, si on y tenait vraiment, au nom d'un principe de non-discrimination ou au nom d'un principe d'égalité entre les garçons et les filles, plutôt qu'au nom de l'interdiction de signes religieux ostensibles. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Vous avez répondu à la question, je pense. En tout cas, dans le chat, les gens parlent d'une conférence passionnante, tellement utile. Alors, Merci infiniment. on arrive à la fin de cette conférence et on n'a pas pu aborder quelque chose qui, moi, me tenait quand même à cœur, qui est voilà, le projet de loi pour justement modifier un peu, faire évoluer les choses. Est-ce que peut-être en 2 minutes, Oui, vous alors, voulez oui, conclure, peut-être sur là-dessus? oui, alors d'abord, juste deux remarques, ou plutôt une première remarque purement technique. Au début, il était question d'une loi contre le communautarisme et le séparatisme. Et finalement, ces termes ont disparu. Je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que toutes les études montrent que il est bon pour un individu d'appartenir à une communauté, quelle qu'elle soit. On se socialise, on se construit, on a des appartenances, on a des affinités. Alors évidemment, si on pense au communautarisme comme négation d'un état civil commun, là il y a un problème. C'est vrai qu'il y a des pays, prenons le Liban par exemple, voilà, vous avez un statut personnel, vous ne pouvez pas vous marier selon ça, parce que si vous êtes chiite, sunnite, chrétien, etc. Donc, mais là, il n'a jamais été question de ça en France. Bon. Donc, appartenir à une communauté, c'est très bien. Donc, stigmatiser les communautés, c'est idiot. Je pourrais d'ailleurs, à cette occasion-là, vous fournir une autre définition par rapport à la première question que vous m'avez posée. La laïcité, c'est une philosophie qui pose 3 étages fondamentaux. Premier étage fondamental, nous sommes tous des êtres humains. Bon. Deuxième étage, nous sommes tous des citoyens avec des droits et des devoirs, et nous sommes égaux devant ces droits et ces devoirs. Pas égaux économiquement, mais égaux juridiquement. Et troisième étage, nous sommes ceci ou cela. Passionnés par le football, passionnés par la peinture, agnostiques, bouddhistes, athées, protestants, catholiques, juifs libéraux, juifs orthodoxes, que sais-je. Donc, communautarisme, ce n'était pas une bonne idée. Séparatisme, il y a eu des séparatistes basques ou des séparatistes corses. Est-ce qu'il est question d'un séparatisme musulman? Non, bien sûr que non. Peut-être que c'est, pour les franges radicales de l'islam, pire que ça. C'est une forme
de tentative d'hégémonie. Bon. Donc c'est pour ça qu'on ne parle plus de ça et on parle de conforter des principes républicains. Alors c'est évidemment un grand débat. J'ai envie de vous dire juste une question pratique et qui m'intéresse au plus haut point, puisque d'une certaine manière nous sommes concernés. Dans le 4e pilier de ce discours du président de la République française du 2 octobre, le 4e pilier de ce discours, c'est favoriser l'émergence d'un islam des Lumières, peu importe les mots, c'est-à-dire d'un islam qui soit un interlocuteur loyal, solide par rapport au pouvoir public. Parce que on dit toujours la laïcité, c'est la séparation, mais il n'y a pas de séparation absolue. Il y a toujours des relations, mais là, je pourrais vous le démontrer, mais on n'a pas le temps. Donc, il faut toujours qu'il y ait une relation entre les cultes et les pouvoirs publics, ne serait-ce que pour, justement, défendre la religion, mais en même temps, lui rappeler un cadre qu'elle ne doit pas dépasser par rapport à l'ordre public. Donc ça me paraît être une politique intéressante. Et l'idée de fonder un institut d'islamologie, c'est une question qui m'intéresse à titre personnel et même à titre institutionnel. Et donc, moi, j'ai beaucoup de collègues islamologues qui se passionnent pour ce type de questions. Autrement dit, tout ça est extrêmement délicat. Moi, je veux y voir l'occasion de quelque chose de positif, mais à condition, précisément, à condition de respecter ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire, nous l'avons dit tout à fait au début, un principe de liberté. C'est ça la grande difficulté. Je crois que Arthur Plaza voulait dire 2 mots pour conclure. Merci infiniment parce qu'on est obligé là on va être obligé d'arrêter parce que les uns et les autres ont des cours. Mais voilà, Arthur, tu veux dire... Merci beaucoup Pascal. Tout d'abord, je remercie M. Gaudin d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé sa perspective vis-à-vis de la laïcité et des principes fondamentaux, la démocratie. Deuxièmement, je tiens à remercier Pascal Richard et mon collègue Pierre Lagaud d'avoir co-animé cette conférence. Et en plus, je remercie Olivier Buruchian et Mme Charlotte Hartwell d'avoir organisé la visioconférence. Et enfin, surtout, je remercie les élèves Chloé Claire et ses camarades de classe qui avaient participé dans cette conférence par le biais des questions. Et puis, ce n'est pas une annonce, mais comme vous savez, le 9 décembre aura lieu la Journée nationale de la laïcité. Et en préparation de cette journée, les discussions autour des principes de la laïcité et principes républicains se tiendront dans le cadre d'advisory grâce à un dossier des ressources pédagogiques qui sera partagé avec vos professeurs référents bientôt. Et ça comprendra des ressources, des activités en anglais et en français. Je tiens à remercier tout le monde qui avait participé dans cette conférence. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gaudin, d'avoir été avec nous. Et puis, on reste en contact. Je l'espère. Je l'espère. Cette conférence, si vous en êtes d'accord. Très bien. Voilà. Bon appétit à vous et bon courage pour le boulot cet après-midi, alors. Merci, au revoir. Voilà, au revoir.